Merci. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Merci au réseau là, de m'offrir cette opportunité-là de partager mes données. Euh, donc, en fait, je vais débuter tout de suite. Je sais, j'aime toujours dire avant de commencer, je sais que c'est une thématique qui peut être délicate pour certaines personnes. Donc, j'essaie toujours de présenter les données là, de façon assez neutre, assez respectueuse. Mais donc, je veux juste préciser là, avant de commencer que je ne suis pas là pour convaincre personne, évidemment, là, des demandes anticipées, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on devrait en faire, etc. Moi, je viens vous partager finalement les témoignages que j'ai recueillis là, auprès de proches de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, je vais commencer par faire un bref contexte autour bon, de la trajectoire un peu particulière de proche aidante auprès de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles neurocognitifs. Et aussi revenir un petit peu sur les demandes anticipées là, d'aide médicale à mourir pour qu'on parte tous du même point. Je vais présenter l'étude brièvement, le cadre théorique, la méthodologie et surtout me concentrer donc sur les résultats autour des témoignages des proches que j'ai recueillis. Alors, la mise en contexte, comme je disais, la trajectoire de proche aidance, quand on est une personne proche aidante de quelqu'un qui a un trouble neurocognitif, comme la maladie d'Alzheimer là, ou autre, ben, c'est une trajectoire qui est un peu particulière par rapport à d'autres trajectoires de proche aidance, à cause de la nature là, de la maladie comme telle. Donc, premièrement, c'est une condition qui est dégénérative et qui est au long cours. Donc, on peut vraiment être une personne proche aidante pendant 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans auprès d'une personne qui a un diagnostic. Et donc, on est témoin, on accompagne la personne à travers une perte d'autonomie progressive, donc sur de nombreuses années. Ça fait que souvent, ça fait vivre aux proches une série de deuils successifs. On parle de deuil blanc. Moi, j'aime bien le mettre au pluriel dans ces cas-là, parce que c'est toute une petite série de deuils. Je vous ai mis ici un extrait, la fille d'une dame qui avait un diagnostic d'Alzheimer que j'ai rencontré dans le cadre de ma thèse là, de doctorat. Elle disait à chaque fois qu'on faisait de quoi, puis là, non, ça, on peut plus. Tu sais, elle disait qu'elle allait voir sa mère pour aller prendre une marche, pour aller jouer à des jeux de société, par exemple. Puis là, oups, non, là, je réalisais que là, je pouvais plus ça non plus. Ça vient de mourir, ça aussi. C'est les termes qu'elle avait utilisés. C'est un autre deuil à faire, c'est pas facile. Donc, pendant de nombreuses années, on accompagne la personne, on vit tous ces deuils-là. Et progressivement, ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes proches aidantes se sentent un rôle de gardien de l'identité de la personne. Donc, à mesure que la personne perd un peu, là, progressivement, c'est sa capacité à s'exprimer, à exprimer ses volontés, ses intérêts, ses préférences, ben, c'est comme les proches qui prennent le relais et qui vont là, progressivement dire, ben oui, ça, je pense que ma mère aimerait participer à cette activité. Oui, je pense que ma mère aurait accepté tel soin. Donc, on vient progressivement à prendre les décisions aussi pour la personne. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours là, dans tous les types de conditions, évidemment, et qui teinte ensuite, comment les proches voient cette nouvelle possibilité-là qui s'offre aux personnes qui ont un diagnostic, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, ces demandes anticipées sont entrées en vigueur depuis octobre 2024. C'est quand même encore assez récent. Et donc, ce que ces demandes-là font, c'est que c'est un peu une réinterprétation finalement du principe d'autodétermination qui est au cœur des demandes d'aide médicale à mourir là, depuis leur entrée en vigueur en 2015. Et donc, jusqu'en octobre 2024, donc, pour faire une demande d'aide médicale à mourir, fallait être en mesure de consentir soi-même au moment de recevoir l'aide médicale à mourir. Et là, ce que les demandes anticipées ont fait, c'est que ça a introduit un consentement anticipé à l'aide médicale à mourir. Donc, si je sais que ma condition va m'amener à perdre ma capacité à consentir, je pourrais donner mon consentement d'avance pour l'aide médicale à mourir. Et donc, ça vient diviser le processus en deux étapes distinctes, en deux temps. Donc, au temps 1, la personne a reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins. C'est le terme qui est utilisé dans la loi, là. Donc, par exemple, l'Alzheimer, les troubles neurocognitifs, etc.
Donc, elle a un diagnostic, mais elle est apte à consentir. Donc, on est dans les premiers niveaux, la première phase de la maladie. La personne est encore capable de consentir aux soins. Et là, donc, elle peut rédiger une demande anticipée. Elle doit le faire avec un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Oui. Et donc, elle doit à ce moment-là identifier les manifestations cliniques, c'est le terme encore une fois utilisé dans la loi, qui sont liées à sa maladie et qu'elle juge intolérables. Donc, par exemple, si un jour je souffre d'incontinence, si un jour je ne reconnais plus ma fille, si un jour je deviens agressive envers mes proches. Donc, des symptômes de la maladie, finalement, des manifestations cliniques, que la personne dit, moi, si un jour ça m'arrive, là, non, là, considérez que moi, je trouve ça intolérable. Et même si je suis plus capable de donner mon consentement, déclencher une demande d'aide médicale à mourir pour moi. C'est comme si je vous donne la permission maintenant, je donne mon consentement déjà si telle manifestation clinique se présente. Dans la demande anticipée, la personne peut identifier un tiers de confiance. Elle n'est pas obligée de le faire. Je le précise parce que je vais y revenir plus tard dans les résultats. Donc, en fait, le tiers de confiance, officiellement, légalement, son rôle, c'est de lever un drapeau. Je le dis comme ça, là, simplement. C'est-à-dire que le tiers de confiance est nommé dans la demande comme une personne qui devrait porter vraiment attention pour identifier le moment, si le moment survient, où je présente les manifestations cliniques que j'ai identifiées dans ma demande. Et donc, par exemple, si j'ai identifié comme tiers de confiance ma sœur devrait à ce moment-là alerter un membre du personnel, un intervenant, un professionnel, pour dire, écoutez, là, je pense que Maryse, elle présente les manifestations cliniques qu'elle avait rédigées dans sa demande anticipée il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et donc, on devrait peut-être déclencher là, l'évaluation. Déclencher finalement le temps 2. Mais le rôle du tiers de confiance s'arrête ici. Parce que au temps 2, au moment où on a identifié que Maryse, je vais prendre un exemple, que Maryse présente les manifestations cliniques qu'elle avait identifiées dans sa demande anticipée, que ce soit parce que le tiers de confiance a levé un drapeau, comme je disais, que ce soit parce que quelqu'un d'autre dans mon entourage l'a fait, ou que ce soit un membre du personnel qui ait réalisé que je présentais les manifestations cliniques, peu importe, on réalise que je semble présenter ça, ça déclenche une évaluation, comme une demande d'aide médicale à mourir contemporaine. Donc, il y a toute l'évaluation qui s'ensuit. Donc, ça déclenche la demande. Là commence le temps 2. Et donc, à ce moment-là, comme les demandes contemporaines, deux médecins ou IPS là, doivent évaluer si je rencontre tous les critères d'accès à l'aide médicale à mourir, incluant que je présente de manière récurrente les manifestations cliniques que j'avais identifiées dans ma demande anticipée et que j'éprouve des souffrances physiques ou psychiques que les professionnels jugent intolérables. Parce que peut-être que moi, je serais plus capable de les exprimer à ce moment-là parce que je serai inapte à consentir, donc j'aurai des difficultés là, à m'exprimer. Euh, donc, comme les demandes contemporaines d'aide médicale à mourir, c'est pas parce qu'une demande anticipée est rédigée que nécessairement je vais recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, le temps 1, le temps 2. Présentation de l'étude maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? En fait, les objectifs de mon étude étaient comme un peu en deux temps. Vous allez voir, la méthodologie aussi était séparée en deux temps. D'abord, j'ai voulu aller voir qu'est-ce qui se passait aux Pays-Bas parce que là-bas, les demandes anticipées, dans un format vraiment très similaire, sinon presque identique à ce qu'on a ici au Québec, eh bien, ça existe depuis longtemps, depuis 2002 en fait, mais il y en avait très peu, il n'y en avait pas en fait pendant plusieurs années. Mais donc, quand même, depuis à peu près 2015, là, il commence à y avoir des demandes anticipées là-bas aux Pays-Bas. Donc, j'ai voulu aller voir quels étaient les enjeux qui étaient vécus là-bas. Et ensuite, dans un deuxième temps, revenir au Québec, aller voir différents acteurs qui sont concernés par ces demandes anticipées pour dire, ben, est-ce que vous pensez que ces enjeux-là, qui sont vécus aux Pays-Bas, risquent de s'appliquer ici aussi au Québec, en contexte québécois, dans le but de formuler des recommandations cliniques? Il faut savoir que l'étude, elle a débuté avant l'entrée en vigueur de la loi. Donc, il y a une partie des données que j'ai
qui ont été collectés avant l'entrée en vigueur. Donc, les gens se projetaient un peu, partageaient leurs inquiétudes, par exemple, ou ils pensaient que c'était un bon coup, etc. Mais on n'était pas vraiment dans le concret. Et la collecte de données s'est terminée là, à l'automne. Donc, il y a seulement quelques personnes que j'ai rencontrées, c'était des proches, qui avaient accompagné quelqu'un qui avait rédigé le Autant 1. Donc, on est beaucoup dans qu'est-ce que les gens prévoient comme enjeu, peu dans des enjeux réellement vécus là, au moment de la collecte de données. Le cadre théorique que j'ai utilisé rapidement, c'était les théories féministes du CARE. Donc, c'est des théories qui s'intéressent beaucoup au prendre soin, hein, aux dynamiques relationnelles qui s'installent quand on s'occupe de quelqu'un, quand on donne des soins à quelqu'un qui est vulnérable. Et ce que je trouve intéressant dans les théories féministes du CARE, c'est que cette notion-là de vulnérabilité, elle n'est pas seulement attribuée à une personne, ce qu'on fait souvent, hein, la personne qui a besoin de soins, dans ce cas-ci, la personne qui aurait un diagnostic de trouble neurocognitif, on la perçoit comme vulnérable, alors qu'on s'intéresse peu, ou peut-être pas assez, à la vulnérabilité des autres acteurs, des proches aidants, par exemple, ou encore même des intervenants, des professionnels qui gravitent autour de ces personnes-là. Et donc, je trouvais que c'était des théories qui étaient intéressantes là, pour la thématique que je voulais explorer. La métaux, comme je disais, était en deux phases. Une première phase aux Pays-Bas, une deuxième phase au Québec. Donc, rapidement, aux Pays-Bas, ça s'est concentré autour des analyses documentaires. Il y a beaucoup de documentation qui est publique là-bas, qui est même traduite en anglais. L'équivalent des rapports de la Commission des soins de fin de vie, là, ici, c'est public. Donc, une analyse documentaire en profondeur et des entretiens avec des informateurs clés de différentes associations, une étude de cas avec une médecin qui avait été impliquée aussi dans une situation très controversée là, là-bas autour d'une aide médicale à mourir faite sur la base de la demande anticipée. Et donc, le volet 2, ensuite, j'ai été réfléchir aux enjeux qui se vivaient là-bas. Je suis revenue au Québec. On a fait des cafés scientifiques, donc grand public, où on présentait un peu les enjeux qui étaient vécus aux Pays-Bas et on recueillait un peu l'information de monsieur, madame, tout le monde là, qui était venu assister au café scientifique. Et on a fait 8 focus group, des entrevues de groupe. Deux avec des médecins IPS, donc les professionnels qui sont habilités à rédiger les demandes anticipées avec les personnes et à administrer l'aide médicale à mourir. Un entretien avec les autres professionnels de l'équipe inter, donc infirmières, travailleuses sociales, psychologues, etc. Euh, Quatre entretiens de groupe avec les proches, et c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc, un total de 36 proches qui avaient participé à ces entretiens de groupe. Et finalement, un groupe qui était un peu plus exploratoire, là, avec des personnes qui avaient un diagnostic elles-mêmes là, de maladie d'Alzheimer ou trouble neurocognitif. Et donc, les résultats, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les proches, finalement? Donc, la majorité, la grande majorité, en fait, des proches qui ont participé à nos entretiens de groupe se sont dit en faveur des demandes anticipées. Ils trouvaient que c'était une bonne idée, ils trouvaient que c'était un principe avec lequel ils étaient en accord, qui permettait un plus grand exercice de l'autodétermination. Donc, il disait, ben, la personne, elle a l'Alzheimer, elle a un trouble neurocognitif, mais oui, elle devrait être capable d'exprimer ses volontés par rapport à sa fin de vie. Et si à un moment donné, elle trouve que ça vaut plus la peine, eh bien, on devrait respecter ça, considérant que dans notre société, l'aide médicale à mourir est maintenant offerte et que donc ça donnait accès finalement à ces personnes-là, même si elles perdaient éventuellement, là, à cause de la maladie, la capacité à consentir. Par contre, toutes les personnes qu'on a rencontrées exprimaient quand même des inquiétudes sur différents plans, sur différentes choses. Mais ici, je vais me concentrer vraiment, et il y en avait beaucoup, des inquiétudes par rapport à leur propre rôle dans tout ça. Dans tout ce processus-là, qu'est-ce que je me sens, qu'est-ce que je m'attribue comme responsabilité en tant que personne proche qui accompagne un parent, un conjoint, un frère, une sœur, etc., dans ce processus-là. Et donc, il y avait des responsabilités que je dirais réelles, entre guillemets. Il y en avait qui étaient ressenties, entre autres, je vais revenir là, au tiers de confiance,
tu sais, une espèce de différence entre la réelle responsabilité légale qu'on a et la responsabilité que moi je ressens. Donc, il y avait vraiment des fois là, des différences là, importantes à ce niveau-là. Donc, d'abord, le moment de la rédaction de la demande anticipée, donc au temps 1, les proches se sentent vraiment une responsabilité. Donc, d'abord, juste d'informer la personne que c'est une possibilité maintenant de rédiger une demande anticipée. Plusieurs proches disaient, je ne suis pas sûre là, que mon conjoint ou que ma mère, tout ça, a suivi l'évolution de ça. Je ne suis pas sûre qu'il comprend que maintenant c'est possible. Et puis moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que lui voudrait faire. Puis là, en même temps, ben, on ne peut pas attendre trop longtemps parce que si un jour il devient inapte à consentir, il est trop tard pour rédiger la demande. Le temps 1, là, il faut être apte. Donc là, il y avait beaucoup de questionnements. Je sens que c'est ma responsabilité là, de l'informer de ça. Et puis en même temps, ben, je ne sais pas trop quand l'aborder. C'est délicat. Je ne sais pas de quelle manière parler de ça. Je voudrais pas que mon proche sente que je veux qu'il meure, par exemple. Mais en même temps, donc là, beaucoup d'inconfort, de malaise par rapport à ça. Et aussi, donc, informer, mais aussi si la personne décide d'aller de l'avant ou réfléchit sérieusement à la possibilité de rédiger une demande anticipée, les proches alors se sentaient vraiment un rôle d'aider la personne à rédiger la demande. Donc, faire les démarches auprès des professionnels, trouver un professionnel qui va accepter de faire cette demande, euh, prendre les rendez-vous, bon, etc. Mais aussi réfléchir avec la personne. Bon, là, il faut identifier des manifestations cliniques. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ce qu'on sentait vraiment, et je reviens, tu sais, mais les responsabilités réelles versus perçues, on sentait que les proches se sentaient vraiment comme si la responsabilité, pas nécessairement exclusive, mais quand même que c'était très central d'avoir eux-mêmes l'information. Donc, les discours étaient peu dans l'idée de dire, ben, je vais m'assurer qu'il puisse parler avec son médecin pour qu'il puisse lui clarifier ça, le médecin, mais plutôt de, ben là, moi, il faut que j'ai l'information, moi, il faut que je m'informe. Ils posaient beaucoup de questions durant les focus group pour pouvoir après donner la bonne information eux-mêmes à la personne. Certains avaient l'air de sentir là, que la personne n'en parlerait pas aussi ouvertement, ne serait pas aussi à l'aise avec un médecin. Donc, ils voulaient eux-mêmes avoir ces discussions-là. Ils se sentaient donc la responsabilité d'être eux-mêmes aussi informés que les professionnels. Et donc, je vous mets un extrait. J'ai suggéré à ma compagne, qui est diagnostiquée Alzheimer, de faire une demande. Elle m'a posé la question, mais si j'en fais une et que je change d'idée en cours de route, est-ce que je peux l'annuler? Et donc, la personne proche posait la question dans l'entretien de groupe, qu'est-ce que je lui réponds? C'est quoi la bonne réponse? Et donc, les proches, comme je disais, se sentent vraiment la responsabilité d'amener eux-mêmes l'information. Évidemment, la bonne réponse pour ceux que ça intéresse, c'est que oui, la personne peut changer d'idée tant qu'elle est apte, évidemment. Un autre point qui était assez central dans les témoignages, ça tournait autour justement du fameux tiers de confiance. Donc, le tiers de confiance qui est identifié dans la demande anticipée. Je vous rappelle donc que le tiers de confiance, sur le plan légal, n'a pas un rôle si particulier, en fait, parce que son rôle, c'est de nommer qu'il voit les manifestations cliniques, mais comme pourrait le faire toute autre personne, même s'il y a un tiers de confiance qui est nommé, le tiers de confiance ne signale rien, mais que sa sœur voit quelque chose, un autre membre de famille peut aussi signaler qu'il observe là, les manifestations cliniques. Donc, le rôle du tiers de confiance dans la loi, tu sais, c'est un peu plus donner l'opportunité à la personne qui rédige la demande anticipée tu sais, de nommer pour qu'elle ait confiance, de dire, par exemple, à sa fille, ben là, je veux vraiment m'assurer, donc là, je sais, je donne ce rôle-là précis à une personne, mais sur le plan légal, c'est pas la personne, c'est pas elle qui décide après si l'aide médicale à mourir est administrée ou pas. Et là, ça devient un peu confus dans le discours des proches à ce moment-là, hein. Je vous rappelle, le moment de la collecte de données, c'était
vraiment autour là, du moment de l'entrée en vigueur, donc tout était peut-être pas clair encore. Euh, mais il y avait vraiment, d'abord chez les proches, on sentait dans les discours qu'ils se donnaient la responsabilité, ils sentaient la responsabilité de faire respecter les volontés de la personne. Euh, et donc, beaucoup disaient, moi, je le sais ce qu'elle trouverait intolérable ou pas, ma mère ou ma conjointe. Là, il faut comme traduire ça sur un papier en manifestation clinique et tout. Mais en fait, moi, là, on en a discuté. Peut-être, plusieurs faisaient référence à d'autres parents qu'ils avaient accompagnés. Ma grand-mère a eu la maladie d'Alzheimer. Ma mère m'a toujours dit, moi, je ne vivrai pas ça. Et donc là, les proches se sentent la responsabilité d'être ceux qui vont expliquer ça. Alors que, ben, légalement, j'ai beau expliquer tout ce que je veux de ce qu'on a vécu avec ma grand-mère, la demande elle va être évaluée sur la base de ce qui est écrit dans la demande anticipée. Est-ce que la personne présente ces manifestations cliniques-là ou pas? Donc là, encore une fois, il y a comme un sentiment, une responsabilité que les gens se ressentent qui va au-delà de ce que légalement on a attribué comme rôle à ces fameux tiers de confiance. Fait qu'il y a vraiment une espèce de dichotomie entre les responsabilités officielles légales et les responsabilités ressenties du tiers de confiance, mais j'élargirais même de tous les proches. Euh, et donc, il y avait beaucoup d'échanges durant les entretiens de groupe pour dire, oui, mais autant d'eux, là, quand c'est le temps d'évaluer la demande, de décider si on va administrer ou non l'aide médicale à mourir, quel devrait être l'espace pour les proches, pour la perspective des proches? Donc, est-ce que c'est vraiment l'évaluation des professionnels qui devrait primer, qui peuvent discuter évidemment avec les proches là, dans leur évaluation, mais où est-ce que la compréhension des proches, qui n'est pas toujours la même hein, que les professionnels, devrait primer? Et donc, j'ai mis un exemple de citation. Mettons qu'il y a deux ou trois médecins qui évaluent puis qui disent, selon moi, la personne ne souffre pas. Mais qu'un proche dit, moi, je suis convaincu qu'il souffre. Alors quoi? On fait quoi? Qui prime? Et là, évidemment, encore une fois, selon la loi, c'est les professionnels qui ont la décision finale dans le processus. Donc là, cette espèce de responsabilité-là, mais sans mécanisme légal, sans pouvoir sur le plan légal vraiment pour l'actualiser, il y a beaucoup de proches là, qui avaient de la difficulté à se positionner par rapport à ça. Un autre élément qui a été discuté, c'est toute la notion de fardeau. Donc, on a vraiment les gens qui exprimaient de dire, ben moi, j'en ai parlé avec ma mère, je sais que c'est ça qu'elle veut. Je sens donc cette responsabilité-là de faire respecter ses volontés, euh, à la fois par rapport aux professionnels, comme on vient de voir, mais aussi ou même en contexte de tension familiale. Donc là, il y a une dame, une proche, donc, qui partageait, nous, on est 8 chez nous, on est 8 enfants. Un enfant sur 8 peut dire non, puis là, la chicane vient de pogner. Tu sais, donc, elle donnait l'exemple, est-ce que je vais alerter le médecin? Est-ce que je vais faire déclencher la demande d'aide médicale à mourir? Et là, si j'ai un de mes frères qui dit non, 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 tu sais, parle-en pas, voyons, c'est pas le temps encore, etc., etc. Là, elle anticipait qu'il pourrait y avoir des tensions dans la famille. Et là, elle disait, moi, je serais inconfortable de dire à mes frères et sœurs, ben, c'est ça qu'elle veut, puis c'est ça que je vais faire. Donc, cette espèce de fardeau-là qui est ressenti, de respecter, de faire respecter les volontés de la personne, parfois un peu envers et contre tous, hein. Donc, ça, c'était une partie du fardeau. Et aussi, il y en a qui ont fait référence au fardeau émotionnel, hein, qui est très particulier de ces démarches-là. On a beau au Québec parler de l'aide médicale à mourir comme un soin, c'est pas un soin vraiment comme les autres non plus. Donc, de décider si ma mère va avoir le vaccin contre la grippe cette année, c'est différent de ces réflexions-là autour de est-ce que ma mère va recevoir l'aide médicale à mourir ou pas. Et donc, il y a une proche qui disait, mais est-ce que la personne peut dire au premier temps, là, dans la demande anticipée,
Est-ce que la personne pourrait écrire, moi, je veux que ce soit tel enfant ou telle personne que le médecin vienne voir. Tu sais, je veux pas que ce soit ma fille parce que je le sais qu'émotivement, je réalise qu'il y a une erreur dans le PowerPoint. Je le sais qu'émotivement, elle sera pas capable de prendre cette décision-là. Puis dans le fond, c'est ma décision à moi. Donc, il y a comme cette reconnaissance-là qu'il y a certains enfants, par exemple, ou certains proches, pour qui toutes ces démarches-là pourraient être très lourdes sur le plan émotif, qui auraient de la difficulté à gérer tout ça, et que ça pourrait même donc éventuellement représenter un frein à l'accessibilité aux soins, finalement, au final. Euh, Et donc, moi, ce que je trouve qu'on doit retenir là, vraiment de ces témoignages-là, j'en parlais un peu tantôt quand j'ai présenté l'approche théorique, c'est toute la vulnérabilité des proches, les besoins des proches eux-mêmes. Parce qu'en fait, la question qui sous-tend tout l'ensemble des témoignages recueillis, là, à la fois les proches, les personnes elles-mêmes, les professionnels, c'est que dans la mesure où la personne n'est plus en mesure de s'exprimer clairement par rapport à sa propre qualité de vie, par rapport à sa souffrance, par rapport à sa mort, est-ce que c'est encore ça qu'elle veut, tout ça, rendu au temps d'eux, là, la personne, elle est inapte à consentir. Donc, elle n'est plus en mesure, ou en tout cas, elle aura beaucoup de difficultés à s'exprimer sur ces éléments-là. Donc, on ne peut plus se fier à ça, comme on le fait dans l'aide à mourir contemporaine, hein. Et donc, comme là, la personne, on n'a plus nécessairement, ou en tout cas plus facilement, accès à sa perspective à elle, à ses volontés à elle, à ce moment-là de sa vie, comment on fait pour bien prendre soin? Comment on fait pour s'occuper de cette personne-là, pour respecter ses volontés, respecter ses droits? Et là, tout le monde essaie un peu, et donc ça place un peu tout le monde dans une position de vulnérabilité. Et là, comme je le disais tantôt, on a beaucoup tendance à voir la vulnérabilité, évidemment, de la personne qui a fait la demande d'aide médicale à mourir anticipée. Parce que cette personne-là, évidemment, est rendue dans un stade quand même assez avancé de la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. Et puis donc, c'est une personne qui a une perte d'autonomie importante, dont on doit prendre soin, donc qui est dans une position de vulnérabilité évidente, hein, pour tout le monde. Mais en fait, il y a vraiment une vulnérabilité des autres acteurs autour. Les données auprès des professionnels, d'ailleurs, étaient très intéressantes aussi sur ce plan-là, où elles donnaient à voir finalement la vulnérabilité des professionnels qui ne savent pas trop comment prendre ça, ces nouvelles demandes anticipées-là. Mais là, la vulnérabilité des proches, si on se concentre sur leur perspective, est vraiment aussi très évidente dans les données qu'on a recueillies. Et donc, je pense que c'est important pour bien saisir le vécu des proches, puis à quel point ça peut être confrontant, ça peut être malaisant, et puis toute cette notion-là de quelle est ma responsabilité là-dedans. Je pense que pour bien comprendre ça, faut replacer, j'y reviens, je l'ai présenté au début, faut replacer ce moment-là d'accompagnement très particulier en lien avec les demandes d'aide médicale à mourir anticipée. Faut replacer ça dans la trajectoire complète. Et donc, les gens s'impliquent de plus en plus et les proches se projettent dans l'avenir aussi. Ils savent que cette implication-là va se poursuivre. Ils savent qu'ils vont être de plus en plus appelés à s'investir. Et donc, il y a quelque chose qui devient un peu, j'allais dire symbiotique, c'est peut-être un peu fort, mais je veux dire, la trajectoire de la personne, cette réflexion-là autour des manifestations cliniques, de qu'est-ce qui deviendrait intolérable, évidemment que légalement, c'est une réflexion qui concerne la personne elle-même, c'est sa décision à elle. Sauf que concrètement, dans la vie, les proches l'accompagnent là-dedans en sachant très bien que ça va avoir un impact majeur sur leur propre vie, leur propre rôle de proche aidant aussi. Et donc, il y a une proche qui disait, ben encore là, la journée où elle ne me reconnaîtra plus, ce sera autre chose, ça va être notre deuil à nous autres, pas son deuil à elle. Et donc, il y a vraiment cette conscience-là que oui, au temps un, on discute de tout ça et que c'est la décision de la personne elle-même.
mais que autant d'eux, je vais le dire comme ça là, dans mes mots, autant d'eux, autant un, c'est la décision de la personne, mais autant d'eux, c'est un peu le problème des proches. C'est-à-dire que la personne elle-même ne réalisera plus. Et donc, ce sera les proches qui seront un peu porteurs, ou en tout cas qui seront là, qui seront témoins euh, de ce temps d'eux, tout en étant eux-mêmes en train de vivre toute cette série de deuils-là. Et là, il est question de la mort quand même de leurs proches. Donc, tout ce vécu-là, je pense, s'imbrique dans cette espèce de trajectoire-là. Puis on ne peut pas comprendre le processus des proches qui accompagnent dans les demandes anticipées sans tenir compte de cette vision-là un peu plus large. Surtout que, comme je le disais, plusieurs des proches qui ont participé aux entretiens de groupe avaient déjà des expériences antécédentes d'accompagnement dans la maladie d'Alzheimer, soit directement, ils ont accompagné un autre proche, soit indirectement, ils ont été témoins de quelqu'un, ils connaissent quelqu'un, et donc ils savent, ils se projettent dans l'avenir aussi. Et je pense que il y a à la fois à cause de ces expériences antécédentes, à la fois à cause des discours qui circulent dans notre société, mais il y a vraiment aussi une, une difficulté pour les proches, la majorité, pas tous, je devrais le préciser, pas tous. Il y en a des proches qui disaient, moi j'ai eu une belle expérience, ma mère par exemple a eu la démence heureuse, je le mets entre guillemets, là, c'est souvent le terme que les gens utilisent. Mais que donc, ma mère, elle, tu sais, elle était toujours joyeuse, ça a bien été, ça, tu sais, c'était dur pour nous, mais elle, bon. Mais la majorité du temps, c'est difficile pour les proches, dans les témoignages qu'on a recueillis, c'est très difficile pour eux de concevoir une qualité de vie pour quelqu'un qui est rendu dans les stades avancés de la maladie. Donc, quand on parlait du fait que la personne doit présenter une souffrance, il y en a qui ne saisissaient pas vraiment parce qu'ils disaient, oui, mais c'est sûr qu'elle souffre, c'est pas c'est pas une vie, ça. Donc, il y avait une difficulté à concevoir une qualité de vie dans les stades avancés. Et donc, ça vient tout teinter à rebours aussi la façon de réfléchir la vie, de réfléchir la mort éventuelle de la personne, de réfléchir une demande anticipée, réfléchir les manifestations cliniques. Donc, il y avait toute cette influence-là à rebours de qu'est-ce qui est une bonne mort finalement pour quelqu'un qui a un trouble neurocognitif. Et donc, les proches, au moment où, tu sais, en parallèle, eux-mêmes ont souvent de la difficulté à considérer une bonne mort en dehors d'une aide médicale à mourir. Tu sais, ils disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, rester 5 ans, 10 ans dans un lit, dans un CHSLD, etc. Et donc, pour eux, l'aide médicale à mourir est comme la solution. Euh, et puis en même temps, donc, c'est eux qui se sentent la responsabilité de fournir l'information aux proches. Je trouve qu'il y a ça aussi qui est important. C'est-à-dire que cette position-là des proches qui sont imbriqués eux-mêmes dans cet avenir-là, par la trajectoire de proche aidance, euh, ils deviennent la principale source aussi d'information pour les personnes qui rédigent la demande anticipée. Et donc, en conclusion, euh, je pense que les résultats montrent de façon très claire, j'espère que j'ai pu le montrer là, dans cette brève présentation-là, qu'au-delà des aspects médicaux, parce que c'est clair que l'aide médicale à mourir, surtout par demande anticipée, ça pose des enjeux sur le plan clinique, sur le plan médical, tu sais, déontologique, bon, etc. euh, et tu sais, qui doivent être pris en compte, là, évidemment, qu'il ne faut pas minimiser. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce que les données montrent, c'est que ça soulève aussi des enjeux à proprement sociaux. Donc, des enjeux relationnels, moraux, éthiques. Quelle est la responsabilité des proches? Jusqu'à quel point les proches euh, peuvent, consciemment ou non, influencer la personne? Est-ce que c'est bien qu'il y ait une influence ou pas? Comment on gère ça? Jusqu'à quel point la personne proche aidante euh, est habitée par sa propre réalité, sa propre vulnérabilité, c'est elle qui est là pour aider l'autre. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là relationnels
qui impliquent directement les proches. Donc, les proches ne sont, sont pas un témoin un peu extérieur, objectif à la chose, ce qui est presque ce que laisse entendre la loi, hein, les responsabilités légales, comme je disais, c'est très centré sur c'est la décision de la personne elle-même. Les proches n'ont pas de poids sur le plan légal dans cette décision-là. Alors que ce qu'on voit, c'est que, au contraire, c'est très imbriqué. Ces relations-là sont très serrées, notamment à cause justement de cette trajectoire très particulière de proche aidance qui s'installe en contexte de troubles neurocognitifs. Et donc, je pense que ça va être particulièrement important de se doter de ressources, de mécanismes formels pour soutenir les milieux. Je pense aux milieux de soins, entre autres, tu sais, des CHSLD, des hôpitaux, bon, etc., les résidences pour personnes aînées, où les personnes et les proches peuvent se trouver, mais aussi soutenir directement tous les acteurs impliqués. Et ça, je pense qu'il y a une réelle réflexion à y avoir. On a un plan d'action qui est sorti récemment pour les personnes proches aidantes, qui est très prometteur, qui est très inspirant. Mais je pense qu'il va falloir s'assurer que ça atterrisse sur le terrain et que les proches qui vivent tout ça, qui parfois, ceci dit, hein, n'ont pas non plus tout le soutien nécessaire à travers cette trajectoire-là. Des fois, ça fait déjà plusieurs années qu'ils devraient avoir du soutien. Et là, ils arrivent dans ce processus-là de demande anticipée d'aide médicale à mourir en se sentant la responsabilité de répondre à toutes les questions, d'accompagner, d'informer, etc., alors qu'eux-mêmes n'ont pas nécessairement tout le soutien dont ils auraient besoin pour jouer ce rôle-là. Donc, je trouve que comme société, comme réseau de la santé, on va devoir là, s'organiser pour bien soutenir ces proches-là qui vivent tous ces enjeux-là, relationnels, éthiques, à un moment où eux-mêmes peuvent être déjà un peu fragilisés par tous les deuils successifs qu'ils viennent de vivre, etc.